On va maintenant présenter la couche User Interface, la couche d'accès graphique, en quelque sorte, celle qui va permettre de gérer les interactions avec l'utilisateur. Alors avant, il faut un petit peu positionner cette couche dans notre architecture hexagonale. On a ici l'architecture hexagonale avec la couche domaine, la couche application, et il faut comprendre finalement qu'il n'y a pas une couche user interface, mais plusieurs couches user interface, une couche par canal. On va avoir ici par exemple une UI, donc une interface utilisateur, donc CLI c'est Command Line Interface, donc on va simplement taper les commandes sur le clavier, et une autre UI, une autre interface utilisateur plutôt orientée web. Donc chacune va accéder à l'application, mais en fait en quelque sorte, ces couches sont complètement indépendantes les unes aux autres. Alors, comment lui dialogue, communique avec notre architecture? En fait, il faut bien comprendre que lui va accéder essentiellement et exclusivement à la couche application. Donc on a lui qui est là et elle va envoyer des messages sur la couche application. Donc on a bien sûr déjà décrit que lui ne va jamais directement attaquer la couche domaine. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette UI? Elle va exploiter ces services de la couche application. Donc on les a vus, ces services dans la couche application. Ces services vont notamment permettre de manipuler le cycle de vie des agrégats, donc créer un nouvel agrégat, retrouver un agrégat dans un repository ou stocker un agrégat dans un repository. Mais aussi manipuler directement les fonctions en quelque sorte métier des agrégats. Donc dans l'exemple du jeu d'échecs, on va par exemple bouger une pièce, donc c'est le deuxième service ici, bouger une pièce sur une partie d'échecs. Donc on se rappelle ces méthodes, ces services qu'on a dit, on a dit que c'était des espèces de services, sont stateless, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'état sur la couche application, et les types qui sont dans ces signatures sont des types qui sont rendus visibles par la couche application, donc essentiellement des value objects ou des types de base. Alors, prenons un exemple de code avec une interface utilisateur qui est en mode CLI, donc Command Line Interface. Donc là, c'est vraiment un tout petit exemple de code où je vais demander à l'utilisateur de taper ses choix. Donc, vous voyez la première ligne là, ici, tac. Je demande à l'utilisateur appuie sur 1 pour créer une nouvelle partie ou 2 pour retrouver une partie que tu avais déjà. Là, ici, je vais lire la réponse. Ces deux lignes permettent de lire la réponse. Si la réponse est 1, donc si je veux créer un jeu d'échecs, alors je fais appel. Donc là, c'est important, on voit bien ici, je fais appel à l'application layer. Donc c'est là où je vais envoyer un message vers l'application layer. Je vais demander de créer une partie. Je vais afficher votre partie est prête. Sinon, si c'est le choix numéro 2, si c'est retrouver une partie existante, alors je vais demander à l'utilisateur de saisir la clé, donc l'ID de cette partie existante. Je vais lire sa réponse sur la console. Et puis, bien sûr, je vais encore une fois demander à l'application layer de retrouver cette partie. Alors, je voulais vous montrer ce code parce que, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a il y a différentes perspectives dans ce code. Déjà, on a ce qu'on appelle, donc ces lignes-là, cette ligne-là, tac, ça, c'est ce qu'on va appeler la view. Donc, la view, c'est quelque chose qui va être visible, visible par l'utilisateur. Donc, ici, j'ai encore une fois de la view. Ici, j'ai de la view. Donc, c'est ce qui va être présenté à l'utilisateur. Et donc, on appelle ça une view dans le sens où c'est visible par l'utilisateur. Je vais avoir d'autres lignes où je vais avoir du contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est je vais un peu mieux comprendre comment agit l'utilisateur. Et en fonction de ce qu'il fait, eh bien, l'interface graphique va opérer des choix complètement différents. Donc là, ici, ces deux lignes ici, là, tac, ces deux lignes, je ne sais pas si vous le voyez bien, ces deux lignes sont vraiment du contrôle dans le sens où on va récupérer ce que fait l'utilisateur. Et le if qui est juste après, hop, c'est aussi du contrôle parce que selon la réponse, si c'est 1, alors je vais faire cela, si c'est 2, je vais faire autre chose. Donc là, on a encore une fois du contrôle. Et bien sûr, ici, je vais demander encore une information, donc j'ai encore du contrôle.
À la fin, je vais obtenir des données qu'il me faudra sauvegarder quelque part et que je vais utiliser lorsque je vais poser d'autres questions. Alors là, bien sûr, on imagine qu'il y a d'autres questions qui seront posées par cette command line interface, notamment est-ce que tu veux jouer une pièce, quelle pièce veux-tu déplacer, etc., etc. Alors ces informations, elles se retrouvent où? Eh bien, si vous voyez un petit peu bien ici, je vais essayer de l'entourer, voilà, this.gameID. Donc là, je récupère une information et cette information, donc là, c'est data en quelque sorte, hein, qu'on va appeler en fait par la suite le modèle. C'est bien sûr ceux qui connaissent le MVC, hein, l'ont reconnu. Ces informations, elles sont possédées par la vue, elles sont contenues par la vue, et elles sont nécessaires pour le cycle de vie de la vue. Attention, hein, ce sont des données qui sont possédées par la vue et qu'il ne faut pas du tout confondre avec les données de notre hexagone. Voilà, donc là je voulais présenter cette vue pour bien comprendre que finalement quand on fait une vue, on fait trois choses. On fait une partie visible, une partie de contrôle, et on a bien sûr besoin de stocker des données. On va appeler ça le modèle, c'est-à-dire le modèle de ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, bien sûr, on sait que c'est dans la couche domaine. Alors revenons un petit peu sur ces trois éléments et commençons par la vue, le plus simple. La vue, c'est vraiment tout ce qui est graphique. Ce sont les objets graphiques. Donc là, ce qui est très important de noter, c'est que lui va définir bien sûr ses propres objets graphiques. Alors on va peut-être avoir la pièce, l'échiquier, et alors soit l'échiquier il est 2D, les pièces et des widgets, soit l'échiquier il est 3D. Alors je ne sais pas comment on dessine en 3D, mais les pièces ce seront des modèles certainement 3D. Alors on aura peut-être la classe pièce, on aura peut-être la classe échiquier, mais en fait ici ce seront des vues. Donc en quelque sorte on sera vraiment dans la couche UI, donc on fera un package, en Java on fera un package UI, ou CLI ici, on aura peut-être la classe pièce, mais cette classe-là, c'est une vue. Donc c'est très important de bien distinguer les différents concepts. Ici, on a une vue, quelque chose de visible. Alors si on continue, on a aussi des données hein, qui sont contenues dans l'UI. Donc ça, c'est ce fameux modèle. C'est la deuxième partie ici de notre architecture, mais l'architecture de la vue. Donc l'UI va disposer de ses propres données. Ce ne sont pas des données qui sont stockées sur l'hexagone, c'est vraiment des données qui sont contenues dans la vue. Certaines de ces données seront liées avec les données du métier. Donc là, on a une espèce de cohérence. Donc on a vu qu'on avait l'interface utilisateur avec l'hexagone qui est ici. Tac, 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 ça c'est mon hexagone. Bien sûr que les données, donc là on peut imaginer que ce sont des objets, les données qui sont ici, elles seront bien sûr cohérentes avec les données qui sont ici. Mais en aucun cas on a un partage des données. On a deux données, on a les données de la vue qui sont là et les données de l'hexagone qui sont ici. Ce sont des données qui peuvent être cohérentes mais qui ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, on a des données qui sont complètement indépendantes. Donc par exemple, le style des pièces, est-ce qu'on a un échiquier 2D ou 3D ou ce genre de choses, qui sont quand même des données propres à l'interface utilisateur. Alors, la troisième partie, c'est le contrôle, l'interaction que gère l'UI avec l'utilisateur. Donc là, l'UI va proposer des interactions à son utilisateur, les actions que l'utilisateur peut faire, les animations que l'utilisateur peut voir, entendre, toucher, qu'est-ce qui se passe quand je clique ici, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur 1, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur 2, etc., etc. Certaines de ces interactions vont déclencher des appels à la couche application. Donc là, ce qu'on met en évidence, c'est que certains contrôles, donc ici si on a des contrôles, certains contrôles vont envoyer des messages vers notre hexagone. Donc là, ça permet un peu de mieux concevoir une application graphique, enfin graphique ou textuelle, peu importe, mais une application dans laquelle on a l'UI, donc User Interface, et de voir le lien avec l'hexagone. Alors, zoomons un peu plus loin et introduisons maintenant ce pattern MVC qu'on a commencé bien sûr à décrire. Donc ça, c'est assez vieux, ce pattern MVC, il date quasiment du début de la programmation orientée objet, avec Smalltalk. Et les personnes qui ont eu à construire des UI, il faut bien comprendre que ce pattern MVC, c'est un pattern pour l'UI. Donc ce pattern MVC vous dit que si vous avez à faire une interface utilisateur, donc quelque chose qui est un petit peu visuel, un petit peu graphique, alors on vous conseille fortement de construire trois types d'objets.
les objets qu'on va appeler modèles, qui vont contenir les données donc abstraites de lui, donc qu'est-ce qu'elle a besoin comme données pour fonctionner? Est-ce qu'elle a besoin de savoir la clé du jeu d'échecs? Est-ce qu'elle a besoin de savoir de quel style est ce jeu d'échecs? Donc là, c'est plutôt des données dont a besoin l'interface utilisateur pour fonctionner. Qu'est-ce qu'elle présente? Qu'est-ce qui est visible? Donc là, on va encore avoir des objets qui vont représenter ces éléments visibles, des images, des boutons, j'en sais rien, autre chose, mais ça, c'est ce qu'on appelle la vue. Et enfin, bien sûr, le contrôleur, le ou les contrôleurs qui vont gérer les interactions. Alors, non seulement on vous conseille de faire ces trois types d'objets, mais en plus, on vous conseille le couplage suivant. C'est-à-dire que ce qu'on vous conseille, c'est que, regardez bien, le modèle ici est couplé avec personne. Il ne dépend de personne. Il ne peut pas appeler, il ne peut pas envoyer de messages vers d'autres objets. Par contre, la vue qui est ici est couplée avec le modèle et le contrôleur. Donc la vue, elle connaît le modèle, elle connaît le contrôleur. Pourquoi elle connaît le modèle? Parce qu'elle va avoir besoin de lire ce modèle pour ensuite afficher des choses. Pourquoi est-ce qu'elle connaît le contrôleur? Parce qu'elle a besoin de manipuler le contrôleur pour dire voilà, j'ai cliqué ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le contrôleur, lui, une fois qu'il a été cliqué, hein, c'est ce que je montrais un petit peu dans mon script là, si tu as fait 1, alors on va te présenter cela, si tu as fait 2, on va te présenter cela. Donc le contrôleur, par réaction, il va dire à la vue, bah, il faut peut-être te changer. Et peut-être aussi qu'il va envoyer des messages vers l'hexagone, et peut-être qu'avec ou sans envoyer des messages vers l'hexagone, il va devoir mettre à jour le modèle, c'est-à-dire mettre à jour les données qui sont contenues dans l'application. Voilà ce qu'est ce pattern MVC. Alors là, je voulais absolument aussi faire une clarification. Le pattern MVC est complètement différent d'une architecture à 3 couches. Souvent, je trouve qu'on fait une petite amalgame ici. Je suis désolé, j'ai mon feutre qui bave un tout petit peu, je vais recommencer. Mais souvent, on fait un amalgame entre ce pattern MVC et le pattern MVC, c'est vraiment pour lui, uniquement pour lui, et le modèle à 3 couches. Le modèle à 3 couches, bien souvent, on vous dit, voilà, vous avez les datas qui sont là, vous avez un espèce de contrôle qui est ici, et vous avez en haut tout ce qui est un petit peu graphique. Bon, ça c'est une architecture relativement classique du bac. Nous on a vu une architecture différente qui est notre architecture avec un hexagone, avec le domaine qui est là au-dessus de l'application et l'infra qui va être derrière. Mais ces modèles 3 couches hexagone sont des modèles de bac, alors que le modèle MVC est un modèle pour l'interface utilisateur, donc un modèle plutôt du front. Alors allons un peu plus loin, il faut vraiment comprendre que ce modèle MVC, pour moi, il faut en tout cas le séparer de l'hexagone. Il faut séparer lui de l'hexagone. Alors vous voyez, j'essaie de vous présenter ici la partie MVC et ce qu'on appellera le front de votre application. Et de l'autre côté, on retrouve notre hexagone, donc moi ce que j'appelle le back. Donc on retrouve notre hexagone avec le domaine, avec l'application. J'ai pas mis l'infra, mais bien sûr qu'il y a l'infrastructure avec l'inversion des dépendances. Et ce qu'on va faire pour encore plus améliorer, je dirais, le couplage, c'est-à-dire faire un couplage faible avec le front et le back, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une mini UI. Alors mini, c'est peut-être pas le bon terme, mais une UI qui va simplement externaliser, là on a les fameuses fonctions de la couche application, mais qui va prendre ces fonctions de la couche application, ces services, et qui va les représenter sous forme de services accessibles via Internet, sous forme de services qui sont accessibles avec des requêtes GET, POST. Donc on appelle ça des web routes, aussi appelés des REST services. Voilà. De telle manière, on a bien séparé le back du front, parce que les communications entre les back et le front se font via un réseau, donc pourquoi pas Internet. Et là, du coup, c'est le contrôleur qui va envoyer les requêtes en respectant ces routes qui seront bien sûr gérées par la couche application qui va ensuite, elle, appeler le domaine, etc., etc. Alors ce qui est assez marrant, c'est que même sur les applications lourdes, c'est-à-dire celles qui sont installées sur votre ordinateur, eh bien vous avez maintenant deux grands modules. Un module back qui tourne en quelque sorte en tâche de fond et un module vraiment front où on va gérer tout ce qui est graphique. Et parfois, on va envoyer des messages, et c'est vraiment des requêtes HTTP qui sont envoyées vers le back, même si tout s'exécute sur votre machine. Alors, quels sont les challenges lorsqu'on construit une interface graphique? Quelles sont les difficultés? L'objectif, avant tout, c'est d'être réactif.
on apprend quand on commence à faire des interfaces utilisateurs que la réactivité, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que l'application soit vivante pour l'utilisateur. Si vous êtes utilisateur, vous appuyez sur un bouton et il ne se passe rien, eh bien vous allez appuyer dessus et appuyer tant que vous n'avez pas eu le résultat. Donc ça peut créer des petits soucis. Donc bien souvent, on conseille d'avoir une réaction, ne serait-ce qu'une petite icône qui tourne, qui dit OK, c'est bon, j'ai bien compris ta demande. En tout cas, il faut être très réactif. En moins de 30 millisecondes, il faut fournir un résultat à l'utilisateur. Fournir un résultat, ça ne veut pas forcément dire que le message il soit allé à l'hexagone et qu'on ait toute la réponse. Non, ça veut dire fournir peut-être une petite icône qui va tourner, qui va dire ouais, c'est bon, ça arrive. L'autre challenge, le plus difficile, et ce qu'on n'enseigne pas du tout ici, c'est d'offrir une expérience utilisateur. Donc là, on a des champions du X et derrière, on va avoir besoin d'UI qui vont vous expliquer comment rendre votre interface utilisateur vivante et comment faire en sorte qu'elle procure une réelle expérience à votre utilisateur. Alors, en tant que développeur, on a des points d'attention. Le premier point d'attention, c'est de faire une séparation des préoccupations avec le modèle MVC. Donc, ça veut dire ranger un tout petit peu les objets qui composent cette interface utilisateur en modèle, view et contrôleur. Le deuxième point d'attention, c'est d'avoir une synchronisation avec le back. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que le contrôle, donc hop, le contrôleur, il va envoyer des requêtes, souvent c'est en HTTP, vers notre hexagone. Donc là, il faut savoir quand est-ce qu'on envoie, quand est-ce qu'il faut synchroniser, quand est-ce qu'il faut changer les données, quand est-ce qu'il faut rafraîchir la vue, etc. Donc c'est toute cette synchronisation qui va être compliquée, qui va prendre un petit peu du temps lorsqu'on va développer cette interface utilisateur. Enfin, il va falloir optimiser à fond les performances. Il faut faire des interfaces utilisateurs légères qui sont très rapidement visibles. On voit de suite les choses. Donc là, ce sont les mesures qu'on a notamment lorsqu'on fait du site web où on vous dit qu'il faut quasiment dans les premières millisecondes afficher quelque chose à l'écran. Donc là, c'est très important quand on travaille une interface graphique d'être très performant. Voilà, alors j'espère avoir bien présenté le positionnement de cette interface utilisateur dans l'architecture hexagonale. Qu'est-ce que cela implique pour le DDD? Donc pour le DDD, finalement, il n'y a pas grand-chose parce qu'on est plus dans le domaine quand on parle de DDD. Là, c'est vraiment s'externaliser ou améliorer le couplage, avoir un couplage qui soit très faible avec notre architecture hexagonale. En tout cas, la couche UI est réalisée pour l'utilisateur. Elle exploite, elle va être branchée avec la couche application, elle va manipuler les types qui sont proposés par la couche application et surtout elle va définir ses propres objets. Et ces objets, pour les définir, eh bien, on va suivre ce pattern MVC, c'est-à-dire qu'on va avoir les objets de la couche UI pour le modèle, pour la vue et pour le contrôle. Et bien sûr, on va s'arranger pour faire un couplage faible, c'est-à-dire c'est surtout au niveau du contrôleur qu'on va avoir un couplage vers ces routes de l'hexagone et qu'on va assurer la synchronisation des données. Voilà, c'est terminé pour cette partie.